Bonjour à tous et bienvenue dans French Easy Podcast pour une meilleure vie, un espace où nous apprenons un français pratique pour les conversations et les idées du quotidien. Je suis Emma et je suis vraiment heureuse que vous soyez ici. Et moi, c'est Georges, votre co-animateur. Bonjour à tous. Georges, j'ai une confession à faire. Et ça implique une étagère, une pile de carnets négligés et un profond sentiment de culpabilité. Oh, ça sent bon. Est-ce que c'est le moment où tu m'annonces que tu as décidé d'abandonner l'italien pour te mettre au mandarin? Pire, j'ai retrouvé mon journal d'apprentissage des langues du jour de l'an. Tu sais, celui avec la belle calligraphie sur la couverture? 1er janvier. Jour 1, 50 mots appris, c'est génial. Sono molto felice. 3 janvier. Jour 3, 20 mots appris, je me sens bien. 7 janvier. Jour 7. J'ai regardé un épisode de Friends avec les sous-titres. Ça compte, non? Et puis, plus rien. Que des pages blanches. C'est comme un cimetière de bonnes intentions. Ah, le fantôme des bonnes résolutions du passé. Je pense que tous ceux qui écoutent connaissent exactement ce sentiment. Cette incroyable euphorie des débuts, l'achat du manuel hors de prix, la séance d'études de 2 heures carburant à l'espresso, et puis l'extinction progressive. Exactement. Et le pire, c'est la culpabilité. On commence à se dire, je n'ai tout simplement pas assez de discipline. Ou, je n'ai pas le don pour les langues. Ça ressemble à une faute morale personnelle. Mais quand je regarde ma vie, j'ai un travail, une famille, une vie sociale, des milliers de notifications qui bourdonnent sur mon téléphone toutes les heures. Comment est-on censé caser quelque chose d'aussi énorme que apprendre une langue là-dedans? C'est le mot-clé que tu viens d'utiliser, Emma. Énorme. Tu vois ça comme une tâche monumentale. Et c'est exactement pour ça que la plupart des gens échouent. Ils essaient de gravir la montagne d'un seul bond, au lieu de simplement mettre un pied devant l'autre chaque jour. Alors tu dis que mon beau journal vide n'est pas le symbole d'un manque de caractère, mais le symptôme d'une stratégie défaillante? Exactement. Aujourd'hui, nous allons démanteler cette culpabilité. Nous allons oublier l'idée qu'il faut une motivation surhumaine. Au lieu de ça, nous allons nous pencher sur la science de la façon dont notre cerveau acquiert réellement le langage, la psychologie de ce qui nous fait persévérer, et comment la mise en place de petites habitudes, presque ridiculement faciles, peut mener à de grands progrès. J'en ai besoin. Je pense que nos auditeurs en ont besoin. C'est parti. Bon, Georges, commençons par ma chute. La motivation. En janvier, j'étais motivée. J'étais une super-héroïne de l'apprentissage. Qu'est-il arrivé? Pourquoi ce sentiment s'évapore-t-il si vite? Parce que la motivation n'est pas une source d'énergie. C'est un phénomène météo. Il y a du soleil un jour et de la tempête le lendemain. On fait l'erreur de la traiter comme une ressource fiable. Il y a une excellente citation du coureur Jim Ryun. La motivation est ce qui vous fait démarrer. L'habitude est ce qui vous fait continuer. Et il y a des raisons biologiques concrètes à cela. Ok, balance-moi la biologie. Fais-moi me sentir mieux par rapport à mon cerveau paresseux. Alors, regardons les principaux coupables. La dopamine, la charge cognitive et l'énergie. D'abord, la dopamine. Cette euphorie que tu as ressentie le 1er janvier, c'était ton système de récompense qui s'emballait. Tu vivais une expérience nouvelle, tu avais acheté un nouveau livre, tu avais fait une fiche.
Ton cerveau adore la nouveauté. C'est la promesse d'une récompense future. Mais le travail réel de l'apprentissage, la répétition, l'effort pour se souvenir d'un mot, la gêne de mal prononcer quelque chose, ça ne déclenche pas un gros shoot de dopamine. La motivation initiale est un feu de paille, mais elle n'est pas durable parce que le train-train quotidien n'offre pas le même paiement chimique. Donc mon cerveau m'a menti. Il m'a promis une fête et m'a refilé une feuille d'exercice de grammaire. Exactement. Le deuxième facteur, c'est la charge cognitive. Ton cerveau est un gros consommateur d'énergie. Il utilise environ 20% des calories de ton corps. Apprendre une langue est l'une des choses les plus exigeantes sur le plan cognitif. Il faut maintenir en même temps dans sa mémoire de travail de nouveaux sons, de nouvelles règles grammaticales, de nouvelles significations. À la fin d'une longue journée de boulot, ton cerveau est en sursis. L'idée de s'attaquer à cette tâche complexe paraît épuisante parce qu'elle l'est littéralement. Ton cerveau essaie de conserver de l'énergie en te détournant de ce qui est difficile pour te diriger vers ce qui est facile. Ce qui est facile étant de scroller sur mon téléphone. Bingo! Et c'est le troisième élément, les distractions modernes. Ton téléphone, les réseaux sociaux, les applis d'infos, ils sont conçus par des génies pour te donner des microdoses de dopamine. Une nouvelle notification est une petite récompense imprévisible. C'est une machine à sous dans ta poche. Face au choix entre la tâche difficile et exigeante de l'apprentissage d'une langue et la tâche facile et agréable du scroll, ton cerveau fatigué choisira presque toujours le scroll. Donc ce n'est pas que je suis faible, c'est que je suis humaine dans un monde conçu pour exploiter mes récepteurs de dopamine. Ça me rassure un peu en fait. Donc ce n'est pas que je suis faible, c'est que je suis humaine dans un monde conçu pour exploiter mes récepteurs de dopamine. Ça, ça me rassure un peu en fait. Et c'est tant mieux. Le but n'est pas de te faire honte pour que tu essaies plus fort. Le but est de concevoir un système si facile que ton cerveau fatigué et distrait n'ait pas la chance de dire non. Il faut travailler avec la biologie de ton cerveau, pas contre elle. Bon, on ne peut pas compter sur la motivation. Il nous faut un système. Il nous faut des habitudes. Mais qu'est-ce qu'une habitude vraiment d'un point de vue scientifique? C'est une boucle automatique. Dans son livre Le pouvoir des habitudes, Charles Duhigg a popularisé le concept de la boucle de l'habitude. Elle a trois parties, un déclencheur, une routine et une récompense. Le déclencheur est le signal qui dit à ton cerveau de passer en mode automatique. La routine est le comportement lui-même. Et la récompense est le bénéfice que tu tires de ce comportement, ce qui aide ton cerveau à décider si cette boucle vaut la peine d'être mémorisée pour l'avenir. D'accord, donne-moi un exemple. Une mauvaise habitude d'abord. Bien sûr. Déclencheur. Tu t'ennuies ou tu es stressé au travail. Routine. Tu prends ton téléphone et tu ouvres Instagram. Récompense. Une petite dose de dopamine avec une vidéo drôle ou un like sur ta publication. La boucle est formée. D'accord. Alors comment on pirate ça pour l'apprentissage des langues? C'est quoi un bon déclencheur? Les meilleurs déclencheurs sont des choses que tu fais déjà. On appelle ça souvent l'empilement d'habitudes, un terme popularisé par James Clear dans Un rien peut tout changer. La formule est après/avant. Habitude actuelle, je vais, nouvelle habitude.
Par exemple, après avoir versé mon café du matin, je vais réviser 5 mots sur mon application. Ou, avant de me brosser les dents le soir, je vais écrire une phrase dans ma langue cible. Une phrase? C'est tout? Ça semble presque trop peu. C'est le but. Il faut que ce soit si facile que tu ne puisses pas refuser. L'objectif n'est pas la phrase. L'objectif est d'être présent. Relions cela aux neurosciences de la mémoire, en particulier à la courbe de l'oubli, découverte par Hermann Ebbinghaus. La courbe de l'oubli est impitoyable. Elle montre que si tu apprends quelque chose de nouveau, en 1 heure, tu en as oublié environ 50%. En 24 heures, on est plus proche de 70%. Ton cerveau est conçu pour élaguer les informations qu'il juge sans importance afin d'économiser de l'énergie. C'est horrible. Alors pourquoi est-ce qu'on se donne tout ce mal? Parce qu'on peut la vaincre avec la répétition espacée. En révisant l'information à des intervalles stratégiquement croissants, juste au moment où tu es sur le point de l'oublier, tu envoies un signal puissant à ton cerveau. C'est important. Arrête d'élaguer. Tu es en train de renforcer physiquement les connexions neuronales. Chaque fois que tu te souviens avec succès d'un mot, cette connexion dans ton cerveau s'épaissit un peu, devient un peu plus rapide. Donc cette petite séance de révision de 5 minutes, ce n'est pas du par cœur. C'est littéralement dire à mon cerveau, garde ça. C'est important. Exactement. Et cela nous amène au rappel actif. Lire un mot dans un manuel, c'est passif. On a l'impression d'apprendre, mais c'est une illusion. Ton cerveau se dit « Ah oui, j'ai déjà vu ça » et passe à autre chose. La vraie magie opère quand tu forces ton cerveau à récupérer l'information. Quand tu regardes une image et que tu dois lutter pour trouver le mot. Quand tu caches la définition et que tu essaies de t'en souvenir. Cette lutte, ce léger inconfort, c'est le signal qui dit à ton cerveau de renforcer ce souvenir. J'ai fait une expérience cette semaine, basée sur quelque chose que tu m'avais dit plus tôt. J'ai arrêté d'utiliser seulement mon application et je me suis mise à écrire. Chaque jour, j'écrivais juste 2 ou 3 phrases en italien sur ce qui s'était passé ce jour-là. Oggi ho mangiato una pizza. Aujourd'hui, j'ai mangé une pizza. Ça me semblait tellement stupide et simple. Mais qu'est-ce qui s'est passé cognitivement? J'ai dû ralentir. J'ai dû réfléchir activement. Bon, mangiato, c'est le participe passé. Est-ce qu'il s'accorde parce que je suis féminin? Non, c'est avec l'auxiliaire aver. Je construisais réellement la phrase. Je ne faisais pas que la reconnaître. Ça, c'est le rappel actif en action. Et tu sollicitais ton cortex moteur en écrivant, ce qui crée une autre trace mnésique. Tu faisais du travail en profondeur, pas de la reconnaissance superficielle. Cet acte simple est exponentiellement plus puissant que 30 minutes de défilement passif sur une application. Tu as construit une habitude si petite qu'elle ne ressemblait pas à du travail, mais l'impact cognitif était énorme. Bon, passons aux choses pratiques. La théorie, c'est bien, mais j'ai besoin du comment. Donne-moi un menu de micro-habitudes que les auditeurs peuvent piquer et mettre en place dès demain. Parfait. Et souviens-toi, le principe de base est la régularité plutôt que l'intensité. Une habitude de 10 minutes par jour sera toujours plus efficace qu'une séance de 2 heures une fois par semaine. Les intérêts composés dans l'apprentissage des langues,
C'est du sérieux. Alors, première chose au menu, la règle des 10 à 20 minutes. Oui. Les neurosciences suggèrent que notre cerveau ne peut supporter un apprentissage intensif et concentré que pendant environ 20 à 30 minutes avant que l'attention ne chute et que la fatigue cognitive ne s'installe. Donc, mets un minuteur. Quand il sonne, tu as fini. Pas de culpabilité. Ces 20 minutes de concentration de qualité sont parfaites. J'adore ça. Une ligne d'arrivée rend la chose plus gérable. Et pour intégrer ça dans la vie, je n'ai pas toujours 20 minutes dédiées. C'est là qu'intervient l'intégration des habitudes. Transforme les temps morts en temps d'apprentissage. Les trajets. Si tu conduis, mets un podcast dans ta langue cible. Ne t'inquiète pas si tu ne comprends pas tout. Entraîne ton oreille au rythme et à la mélodie de la langue. Si tu prends les transports en commun, c'est le moment idéal pour une application ou des fiches. La douche. Répète quelques phrases à voix haute. Personne ne t'entend et l'environnement est idéal. Tu es captif. La cuisine. Mets la radio de ce pays. Écoute de la musique. Tu absorbes les sons passivement, ce qui prépare ton cerveau pour l'apprentissage actif plus tard. Bon, je vais me lancer un défi. Pour nos auditeurs, je veux leur donner 3 exercices super simples et concrets. J'adore. Vas-y. Numéro 1. L'écoute. Trouve une chanson que tu aimes dans ta langue cible. Cherche les paroles. Chante faux à tue-tête dans la voiture. Ça relie l'émotion et le rythme aux mots. Tu ne les oublieras jamais. Superbe. La musique est un moyen mnémotechnique. Numéro 2. L'écriture. Le journal en une phrase. Comme Emma l'a dit, juste « Aujourd'hui j'ai mangé » ou « Il fait ». Ça force le rappel actif sans la pression d'une conversation. Et numéro 3. L'oral. C'est ce qui fait le plus peur. Mon astuce, c'est de m'enregistrer sur mon téléphone. Juste 1 minute. Je parle de ma journée ou je décris la pièce où je suis. Je me réécoute. C'est gênant au début, mais on entend ses propres erreurs. On devient son propre coach. C'est un conseil de pro. Ça construit les circuits neuronaux de la parole sans l'anxiété sociale de parler à une vraie personne. Et tout ça, la chanson, la phrase, l'enregistrement, ce sont des petites victoires. Le pouvoir des petites victoires est inestimable. Elles déclenchent une libération de dopamine. Pas un gros flux, mais un filet continu qui dit « continue comme ça ». Elles construisent l'auto-efficacité, la conviction que tu peux le faire. Et elles font boule de neige. Comme le disait John C. Maxwell, le secret de votre succès se trouve dans votre routine quotidienne. Ce n'est pas dans la séance marathon d'une fois par mois. C'est dans les petites actions quotidiennes, banales, presque ennuyeuses. Tu sais, Georges, malgré toutes ces petites habitudes cette semaine, je me suis heurtée à un mur mental. J'écrivais ma phrase unique et une voix dans ma tête disait « Pour qui tu te prends? T'es pas du genre à parler italien? Tu fais semblant. » Ah, là, on touche au cœur du problème. On est passé de la technique à l'identité. C'est le changement le plus profond que l'on puisse opérer. Qu'est-ce que tu veux dire? James Clear parle de 3 niveaux de changement de comportement. Les résultats, les processus et l'identité. Les résultats sont ce que vous obtenez. Exemple, je veux apprendre 100 mots. Les processus sont ce que vous faites. Exemple, je vais étudier avec des fiches 10 minutes par jour.
L'identité est ce que vous croyez. Exemple, je suis le genre de personne qui apprend les langues. La plupart des gens commencent par les résultats. Ils se fixent un objectif. Mais le changement durable vient de l'identité. Quand ton comportement et ton image de soi ne correspondent pas, tu ressens une dissonance cognitive. C'est profondément inconfortable. Et pour résoudre cet inconfort, ton cerveau va généralement essayer d'arrêter le comportement pour protéger l'identité existante. Donc mon cerveau disait, tu n'es pas un apprenant en langue. Arrête ce comportement d'apprenant en langue, c'est bizarre. Exactement. La voix que tu as entendue, pour qui tu te prends, c'est ton identité actuelle qui essaye de se protéger. La clé est de reformuler le discours. Tu ne commences pas par croire que tu es bilingue. Tu commences par croire que tu es le genre de personne qui se présente et qui fait l'effort. Alors comment je vote pour une nouvelle identité? Chaque action est un vote pour le genre de personne que tu souhaites devenir. Tu n'as pas besoin d'être un locuteur italien courant pour faire quelque chose qu'un locuteur italien courant ferait. Il faut juste faire la chose. Écrire cette phrase unique, c'est un vote pour être un scripteur. Chanter cette chanson, c'est un vote pour être un locuteur. Faire tes 10 minutes quand tu es fatigué, c'est un vote pour être régulier. Un vote. J'aime bien ça. Ça enlève la pression. Ce n'est pas une élection que je dois gagner aujourd'hui. C'est juste glisser un bulletin dans l'urne. Exactement. Tu n'essayes pas de te convaincre d'un gros mensonge. Tu rassembles des preuves. Après une semaine de vote, tu as une semaine de preuves que tu es cette personne. L'identité passe de « je veux être » à « je suis en train de devenir ». C'est une position incroyablement puissante. Bon, parlons du moment difficile. Le plateau. Tu as été régulier pendant des semaines, peut-être des mois. Tu fais le travail. Et pourtant, tu as l'impression d'être embourbé. Tu ne comprends toujours pas le serveur qui parle vite. Tu fais toujours les mêmes erreurs de grammaire. Les progrès semblent invisibles. Le plateau, c'est là où la plupart des apprenants abandonnent. C'est épuisant émotionnellement. Et c'est dû à quelques pièges psychologiques clés. Numéro 1 sur ma liste. Le perfectionnisme. Je veux faire la phrase parfaite, et quand je n'y arrive pas, je ne dis rien du tout. Le perfectionnisme est l'ennemi du progrès. C'est une forme de peur. Tu as tellement peur de faire une erreur que tu refuses de jouer le jeu. Mais les erreurs ne sont pas seulement permises, elles sont des données essentielles pour ton cerveau. Chaque fois que tu fais une erreur et que tu es corrigé, ton cerveau met à jour son modèle. C'est une partie cruciale du processus d'apprentissage. Et puis, il y a le piège de la comparaison. Je vais sur YouTube et je vois un polyglotte parler couramment cette langue. Et j'ai envie de jeter mon cahier à la poubelle. Le piège de la comparaison est un voleur de joie. Tu compares ton processus interne, désordonné et débutant, avec la performance polie, éditée et finale de quelqu'un d'autre. Tu compares ton chapitre 1 à leur vidéo best-of. Ce n'est pas un combat juste. La seule personne à qui tu devrais te comparer, c'est toi d'hier. Alors comment traverser le plateau quand les petites victoires ne semblent plus si gagnantes? Quand ça ressemble juste à du travail? Il faut redéfinir ce qu'on considère comme une victoire. La victoire, ce n'est pas seulement « j'ai compris une phrase ». La victoire, c'est aussi « je me suis présenté même si j'étais frustré ». C'est une énorme victoire pour ton identité.
Et il faut se souvenir de la citation de Robert Collier. Le succès est la somme de petits efforts, répétés jour après jour. Le plateau donne l'impression d'être à l'arrêt, mais en sous-sol, ton cerveau continue de construire des connexions. Il consolide. Pense à l'exercice physique. Tu soulèves des poids pendant des semaines et tu as l'impression de ne pas changer, mais ton système nerveux devient plus efficace pour recruter les fibres musculaires. Puis, un jour, tu soulèves le poids et il te semble plus léger. Il en va de même pour le langage. La percée arrive. Tu ne peux tout simplement pas la voir encore. Alors, la patience n'est pas seulement une vertu, c'est une nécessité neurologique. Exactement. Et parfois, il faut changer les choses. Si tu t'ennuies avec ta routine, change le déclencheur. Si tu es fatigué des applis, lis un livre pour enfants. Si tu en as marre d'étudier, regarde un film idiot. Le but est de rester dans la course. Tu as mentionné le fait de se présenter comme une victoire. Comment rendre ça visible? Comment convaincre notre cerveau frustré que nous faisons, en fait, des progrès? En faisant un suivi, en créant des preuves visibles. Il y a un effet psychologique puissant à l'œuvre ici. Quand tu vois une chaîne de succès, une ligne de cases cochées sur un calendrier, une série de jours consécutifs dans une application, tu ne veux pas briser la chaîne. Cela crée une forme légère de responsabilité envers toi-même. J'ai essayé les séries, les streaks, avant. Un jour manqué et la culpabilité me fait tout abandonner. C'est le danger. La série Streak est un outil, pas un maître. Le but n'est pas d'avoir une série de 365 jours. Le but est d'être une personne qui apprend plus de jours qu'elle n'en rate. Donc si tu rates un jour, la règle est la suivante. Ne jamais en rater 2 d'affilée. Un jour, c'est un écart. 2 jours, c'est le début d'une nouvelle habitude. L'habitude d'abandonner. Ne jamais en rater deux. J'adore. Alors, que devrions-nous suivre à part? Est-ce que j'ai étudié? C'est là qu'intervient la réflexion hebdomadaire. C'est une pratique utilisée par les personnes très performantes dans tous les domaines. Une fois par semaine, prends 5 minutes pour te poser 2 questions simples dans un journal ou une note sur ton téléphone. Qu'est-ce qui a bien fonctionné cette semaine? Exemple. Écouter le podcast pendant ma promenade était super. J'ai même attrapé quelques mots. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Exemple. Essayer d'étudier le soir après le coucher des enfants était un désastre. J'étais trop fatigué. C'est génial. Il ne s'agit pas seulement de suivre l'action. Il s'agit de suivre les conditions du succès. Ça te transforme en scientifique menant une expérience sur ta propre vie plutôt qu'en juge qui se condamne pour un échec. Exactement. Tu collectes des données et ensuite tu ajustes l'expérience. Peut-être que tu déplaces ton temps d'étude au déjeuner. Peut-être que tu passes d'une application à un livre. La réflexion transforme un sentiment vague de ⁇ ça ne marche pas ⁇ en un problème spécifique que tu peux résoudre. Et voir ses notes avec le temps. Waouh! Il y a 2 mois, je galérais avec ce concept et maintenant c'est facile. C'est le progrès visible qui alimente la phase suivante. C'est ton propre best-of personnel et il est réel. Nous avons donc parlé des habitudes, de la science, du suivi. Mais s'il y a une dernière couche à ajouter à tout ça, c'est ton état d'esprit fondamental. Il faut passer d'un état d'esprit de performance
à un état d'esprit de croissance et de jeu. Je pense que beaucoup d'entre nous, moi y compris, traitent l'apprentissage des langues comme un examen à réussir. On se met tellement de pression pour être correct qu'on oublie la joie simple de se connecter à une autre culture. Oui, l'accent devrait être mis sur la croissance à long terme, pas sur la maîtrise immédiate. Il s'agit de cultiver la curiosité. Pourquoi disent-ils cela de cette façon? Quelle est l'histoire derrière ce mot? Quand on aborde les choses avec curiosité, l'apprentissage devient une chasse au trésor, pas une corvée. Il s'agit du processus, pas du produit. Exactement. Autorise-toi à expérimenter et à jouer. Un jour, essaie d'écrire un poème terrible, grammaticalement incorrect. Un autre jour, essaie de commander ton café dans la langue cible, même si tu te trompes. Donne-toi la permission d'être un débutant. Comme le disait le grand physicien Albert Einstein, je n'enseigne jamais à mes élèves. Je tente seulement de fournir les conditions dans lesquelles ils peuvent apprendre. Il faut créer les conditions pour soi-même. Un espace sûr, ludique et curieux. Et faire partie de cet espace sûr, c'est accepter que tu auras des jours sans, des semaines sans même. L'état d'esprit de croissance ne consiste pas à être parfait. Il s'agit de croire que tes capacités peuvent être développées par le dévouement et le travail acharné. Un plateau n'est pas une limite permanente. C'est juste le signe que tu dois essayer une nouvelle approche ou simplement être patient pendant que ton cerveau fait son travail en arrière-plan. Georges, j'ai l'impression que je peux respirer à nouveau. Mon journal vide ne ressemble plus à un cimetière. Il ressemble à une page blanche, mais cette fois j'ai un stylo différent. Un stylo pour écrire une phrase par jour. Un stylo pour lancer de minuscules votes pour la personne que je deviens. C'est exactement ça. Nous avons parlé de beaucoup de choses aujourd'hui. Le manque de fiabilité de la motivation, la boucle de l'habitude, la courbe de l'oubli, le pouvoir de l'identité et la nécessité de la patience. Mais si je devais retenir une chose pour chaque auditeur, c'est celle-ci. Tu n'as pas besoin d'un accès surhumain de volonté. Tu as juste besoin d'une dose humaine de régularité, Des petits pas. des petits pas, chaque jour. C'est ça le secret. C'est ça l'algorithme. Les intérêts composés de ces petits pas mènent à de grands gains. Il ne s'agit pas de te blâmer de ne pas être assez bon. Il s'agit de comprendre comment tu fonctionnes et de construire un système qui soutient la personne que tu es vraiment avec ton cerveau fatigué et ta vie bien remplie. Apprendre une langue est un marathon, pas un sprint. Je l'ai entendu 1000 fois, mais aujourd'hui je le ressens enfin. Le but n'est pas de courir le kilomètre le plus vite, c'est de continuer à se présenter pour le suivant. Alors, voici ton permis. Laisse tomber la culpabilité. Oublie le plan des 50 mots par jour. Trouve ta micro-habitude. Trouve ton déclencheur. Vote aujourd'hui. Et recommence demain. Oggi scrivo una phrase. Aujourd'hui j'écris une phrase. C'est ça, mon marathon. Et c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté. Si vous avez aimé cet épisode et appris quelque chose de nouveau, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton like et de vous abonner à la chaîne. Votre soutien nous aide à créer des leçons encore plus utiles pour vous. Restez motivés, continuez à pratiquer et on se retrouve dans le prochain épisode. À bientôt!